Radio sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission Arakaï du 25 novembre 2025, où nous allons, pour la partie artistique, rediffuser une émission sur une magnifique peintre américaine, jeune, une quarantaine d'années, Dana Schultz. Une exposition du musée d'art moderne, le MAM, à un des lieux les plus magnifiques de Paris, magnifique par comment dirais-je, l'amabilité, la gentillesse du personnel de ce musée. Voilà, et c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait sur Georges Condo et Philippe Guston. Voilà, tout à fait, parce que c'est une admiratrice, on pourrait dire même une groupie, de Guston, dont on a découvert cette espèce d'addiction à l'art de Guston, justement lorsqu'on a fait ce travail sur ce peintre assez extraordinaire. Ouais, Dana Schultz, une exposition donc qu'on peut voir jusqu'au 11 février 2024. Donc ça s'appelle Le Monde Visible et c'est la première exposition de cette artiste américaine qui a une renommée internationale et qu'on va vraiment découvrir avec des toiles à nous impressionnantes. On n'avait jamais entendu parler de cette artiste. Donc là, on a une quarantaine de peintures. C'est son travail depuis le début des années 2000. Il y aura une vingtaine de dessins et de gravures et des sculptures. Alors, qui est Dana Schultz? Dana Schultz est une conteuse et en fait, donc, elle a tout un univers qu'elle a construit avec plein de personnages divers et variés, plus ou moins inquiétants, de folie, des situations un peu curieuses. Voilà, il va falloir se retrouver un petit peu dans ces toiles. On est vraiment dans la dystopie de ce monde moderne et des interrogations, en fait, aussi sur le monde de l'art et la peinture. Je pense que c'est des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc elle a intégré aussi la sculpture à son travail. Voilà, une sculpture avec des bronzes faits à partir de modelage. Dana Schultz est née en 1976 à Livonia, c'est dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan. Et donc elle s'est formée au Cleveland Institute of Art. Et en fait, elle raconte dans une petite vidéo traduite qu'on peut voir dans l'exposition que dès qu'elle a eu 14 ans, en fait, elle a senti qu'elle voulait devenir artiste, que c'est vraiment un espace qui lui conviendrait, une pratique dans laquelle elle pourrait quand même exceller. Et donc, elle a eu la chance d'avoir des parents qui lui ont laissé le sous-sol de la maison où elle a pu là accumuler plein de supports divers pour commencer à bricoler un peu. Donc, elle a fait dès 2002, son œuvre a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles et également des expositions collectives. Alors ici, elle n'est à mon avis pas connue parce qu'il n'y a rien qui concerne, qu'on peut retrouver avec plus de détails sur ce qui est vraiment Dana Schultz. J'aurais bien aimé trouver un peu ses contes, mais voilà, c'est pas possible. Donc on va parler de ce qu'on a vu de ces œuvres incroyables. Oui, incroyable, surtout par les déformations, les couleurs extraordinaires. Il y a une flamboyance dans les harmonies de couleurs, c'est quelque chose d'assez peu vu, je crois. Même il y a de l'expressionnisme dans son travail, il y a plein d'influences, depuis Soutine, en passant par Picasso, en passant curieusement par Garouste, voilà. C'est assez... ça saoule complètement, quoi, parce que on a du mal à comprendre la plupart des œuvres. Moi, je me suis contenté, et c'est un gros contentement, de me laisser envahir par les couleurs, les formes, les multitudes, etc. J'ai pas trop cherché à savoir ce que c'était. J'ai surtout été complètement fasciné, par cette espèce de vitalité dans l'expression, dans les formes, et surtout la palette de couleurs qui est quelque chose d'assez
fantastique. Ouais, sachant qu'elle a des formats qui sont vraiment des formats gigantesques, quoi. Enfin, ça va crescendo au Oui. fil des salles de l'exposition. Ces dernières œuvres doivent, je sais pas, font quoi, 4 mètres, 3 mètres sur 5 ou Plus que c'est ça, c'est vraiment. la dernière, la grande, là, elle doit faire 5-6 mètres sur 3 mètres de haut. Ouais. D'ailleurs, les dimensions ne sont pas marquées sur les légendes. Alors effectivement, chaque toile est assortie d'une légende qui raconte précisément ce qu'il y a sur la toile, parce que quand on découvre son travail, alors on est subjugué effectivement par ses couleurs, beaucoup d'aplats en fait, elle a même pas besoin de mettre de la faire des pâte, modelés. voilà, il y a pas besoin en fait, ces personnages sont suffisamment difficiles pour à regarder, enfin on n'a pas besoin d'en avoir plus pour Non. être mis un peu mal à l'aise. Et effectivement, c'est compliqué de comprendre un peu comment ils sont imbriqués les uns dans les autres. On sent que de toute façon rien ne va, que les corps humains sont déchiquetés, coupés. C'est Massacre à la tronçonneuse. oui, non, c'est vraiment ça. Il y a 2-3 toiles qui m'ont fait penser, moi, à la planète sauvage, avec des yeux très évasés, très clairs. Mais sinon, il y a des personnages qui peuvent se manger un bout de corps, qui ont plus de jambes. Il y a une toile où il y a des morceaux de jambes qui sont pendus dans les arbres. Et ça passe parce que les couleurs sont des couleurs presque d'illustration de livres enfantins, quoi. Voilà, c'est tellement joli. Voilà, c'est pas même pas des couleurs trash ou voilà, non, c'est joli. C'est le contraste entre les couleurs et les situations qui sont pour la plupart assez tragiques, quoi. Si on regarde bien, comme vient d'en dire quelques mots ma camarade, là, c'est du déchiquetage, du cannibalisme, il y a tout ce qui fait horreur normalement. Dans nos petites têtes, nos petits cœurs, quoi. Ouais, on est vraiment dans un monde imaginaire, en même temps avec une peinture très figurative et des couleurs éclatantes et chatoyantes, quoi. Oui, tout à fait. Non, moi, je vous dis, c'est quelque chose entre l'expressionnisme allemand des années 20-30, voilà, et des œuvres plus récentes de gens comme Garouste, comme Soutine, etc., même Picasso, bien sûr, il ne peut pas y échapper. Ouais. Alors par exemple, là il y a une toile qui s'appelle Reformers, donc c'est une toile, il y a une table avec un corps justement qui est en train d'être plus déchiqueté, il y a quelqu'un qui est sur le dos, et donc voilà ce qu'elle dit de ce travail-là. Il y a des gens qui s'affairent autour de fragments de corps humains. Et en fait, on ne sait pas si ces gens sont en train de créer une vie nouvelle à partir de chair morte ou s'il s'agit de réformateurs, c'est-à-dire une petite communauté qui aurait décidé de faire les choses autrement. Donc ils ont été eux-mêmes l'objet de transformation. Le personnage du milieu est doté de pieds à la place des mains et quelque chose a mal tourné au cours du processus, mais il continue sans se décourager. Donc on a une scène sanglante, l'établi du menuisier et la table de dissection ne font plus qu'un. Il y a un soupçon de fanatisme même qui semble transparaître, et donc le commentaire dit que ça leur fait penser à Sa Majesté des Mouches de William Golding, dans lequel une société d'enfants qui est fondée dans la violence peine à retrouver une vie plus morale, quoi. Donc effectivement, ces commentaires sont assez enrichissants, mais c'est pas forcément ce qu'on va voir spontanément, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de regarder. Je pense que c'est une exposition qu'il faut voir peut-être plusieurs fois. Alors on pourrait parler par exemple de cette toile petit format, celle-ci, qui s'appelle Self-Eater Free. Donc en fait, Schutz a réalisé toute une série de peintures comme ça qu'elle a interpellé self-eater, ce qui veut dire se manger soi-même. Donc on a une scène dans laquelle, on se mange soi-même dans l'idée peut-être de se recréer à partir de sa propre chair qu'on aurait digérée. Bon, il faut accepter cette éventualité. Et c'est violent, le sujet est très violent, mais les couleurs sont très douces et on a un rose chair très délicat. Ouais, non, mais les harmonies de couleurs sont absolument superbes. Et alors, elle a 47 ans, mais elle fait 12 ans. Elle a des cheveux extraordinaires. Et elle est, si vous voulez, c'est tout elle est complètement à l'opposé de sa création, quoi. Elle
Elle a un sourire vraiment agréable. Elle a même un rire presque enfantin. Et c'est vrai, et en réalité, c'est une diablesse. Oui, c'est ça, elle a un air très, très angélique, elle parle Ouais, de ouais, son ouais. travail hyper calmement, très doucement, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on la voit donc elle a un atelier forcément immense pour travailler, avec un nombre de tubes dont Robert est envieux au possible, Ah elle oui, doit non, avoir mais des... elle a au moins 200 ou 300 tubes de peinture, des tubes de 250 millilitres, avec, oui, avec effectivement, une forêt de pinceaux, avec des pastels à l'huile. Il y a une quantité invraisemblable. Elle a même des racles de sérigraphie, je ne sais pas à quoi ça lui sert. Et puis elle a aussi des spalters, oui, spalters, c'est ça. Ces énormes brosses là de peintre en bâtiment. Enfin, c'est dingo, quoi. ah ouais, son matériel et son atelier sont assez fous et elle évolue là devant ces grandes toiles comme la dernière toile là, qui représente donc la plus grande qui est comme en fait la peinture dans la peinture où il y a tout un espace central comme une toile avec des personnages tout autour et là elle parle aussi elle parle quand même beaucoup d'art parce que là on voit il y a une femme au premier plan qui est en position, qui est un peu à genoux, les fesses en arrière, et elle est en train d'accoucher. Ça, c'est la légende qui le dit, parce qu'au départ, nous, on voit simplement qu'elle peint, on voit pas forcément qu'il y a un bébé qui va arriver. Elle est en train de perdre les os, c'est difficilement visible au premier abord. Et un petit personnage au milieu de tout ça qui regarde en l'air en se disant qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va bouger. Il y a aussi une toile qui s'appelle Les Arts, où là, il y a plusieurs personnages, donc imbriqués les uns dans les autres, avec un animal dont on ne voit que la partie inférieure, enfin postérieure plutôt. Oui, voilà. Et là, ce serait les arts, donc il y a le théâtre, la poésie, puisque le premier tient une tête de squelette et on pense à Hamlet, effectivement. Voilà, il y a aussi une toile qui s'appelle La Roue, où c'est une toile, c'est une roue. C'est aussi une toile assez imposante. Une roue gigantesque qui écrase tout sur son passage et devant il y a une peintre ou un peintre qui continue de travailler, donc il y a aussi cette interrogation effectivement toujours Du peintre au milieu du chaos, mais par exemple qui n'a pas l'air d'être touché par le chaos ambiant. Il est dans son petit coin, il a créé une petite cellule là où il peut travailler tranquillement, quoi. C'est vraiment très curieux, vraiment. Moi je suis incapable de m'attarder sur ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu lui exprimer, etc. Je lui dis, je suis emporté par la tornade de couleurs, de formes, de distorsions, de déformation de son travail. C'est ça qui me saoule complètement. Mais je pense que c'est bien de le voir de cette manière-là aussi, puis peut-être y revenir un peu plus par la suite si on veut rentrer un peu plus dans les œuvres, mais elle est vraiment dans le monde qu'elle a créé, quoi. Donc on peut, bien sûr, on comprend que ce monde ne va pas de toute façon. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'elle est très contemporaine, quoi. Elle n'est pas en dehors de ce monde, elle est en plein dedans. Voilà, avec toutes ces, en fait, effectivement, ces difficultés d'être, de parler, de se mouvoir dans cette société. Elle a fait aussi des eaux fortes qui sont impressionnantes. Il y a une vitalité là-dedans et des fusains qu'elle a peint aussi au fusain. Elle a dessiné au fusain aussi. Dans la dernière salle, il y a quelques fusains. Voilà, on retrouve une puissance folle, quoi. Oui, tout à fait. Avec des médiums très classiques. Elle n'a pas été chercher des trucs complètement abscons pour un matériel classique, quoi. Voilà, elle travaille avec des pinceaux, elle travaille avec des tubes, elle travaille à l'huile en plus, parce que ça pourrait être de l'acrylique, c'est beaucoup plus facile de travailler à l'acrylique qu'à l'huile. Hein. Voilà, et non, elle est très... Le personnage, le personnage du peintre, ou de la peintre, est assez... toute seule, elle est son œuvre, quoi. Voilà. Quand on la regarde bouger, parler, rire, mais surtout son rire, ces éclats de rire qui m'ont surtout impressionné, parce que c'est un rire qui vient de très 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 loin ou de très 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 bas, un rire un peu infernal, quoi. Mais alors que c'est gracieux comme rire, c'est pas du tout un rire sinistre, mais ça met quand même un peu mal à l'aise si on se laisse vraiment attaqué par ce rire, ça peut vraiment
vous retournez. Quoi. Et toi, il y a une toile que tu aimes particulièrement, elle s'appelle Dear Ones. En fait, c'est celle justement où il y a ce chien qui est... il y a une tendresse infinie dans, ce chien. Quoi. Oui, le chien, il est traité avec des gris, des blancs salis, etc. Il a une forme assez étonnante, encore une de ses... Elle ne peut pas faire un chien normal. Il a la tête complètement renversée en arrière, en regardant en l'air. Voilà, c'est... Non, moi j'ai été vraiment frappé parce que cette tache grise, qui donne l'impression d'être grise, elle n'est pas tout à fait grise, c'est un blanc sale, et cette grande forme sur la toile, avec plein de couleurs, parce qu'il est chevauché, ce chien, par des personnages très colorés. Ouais, des personnages un peu curieux. Donc il y a un bébé qu'elle compare à un astronaute, il y a une femme avec une voilette, il y a quelqu'un qui joue du violon, ils sont tous serrés les uns contre les autres, et il y a cette lune qui est absolument magnifique, moitié noire, moitié blanche, qui est comparée à la lune de Méliès, et c'est vrai que c'est tout à fait cette lune-là. Quoi. C'est contrairement aux lunes qui ont une forme de lune, vous voyez ce que je veux dire, comme un quart de lune, comment on les appelle, les quartiers lunaires. Là, c'est une espèce de grosse bouboule, un peu comme un gros chewing-gum. C'est rigolo. Enfin, c'est la première fois que je vois une lune traitée de cette manière. Ouais. Donc c'est vrai que cette œuvre est peut-être un peu plus douce que les autres. Oui, celle-là, oui. C'est peut-être pour ça que ça m'a un peu interpellé dans le chaos coloré, dans le chaos de ces mélanges de personnages qui sont dans tous les sens, qui ont des jambes, qui ont des bras coupés, qui ont des... Voilà, bref, c'est un truc. Et aussi ces sculptures, mais alors ces sculptures, c'est le même style, mais en sculpture, c'est-à-dire c'est des modelages qui ont été convertis qui ont été fondus en bronze. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est du bronze, ça ressemble plus à du plomb, de l'étain ou un truc comme ça, c'est peut-être la patine Enfin bon, mais c'est très imposant comme travail, je veux dire en volume, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. C'est trop précieux, trop tarabiscoté. Voilà, c'est un petit peu comme les sculptures de Garouste aussi. Elle a non seulement les couleurs de Garouste, mais elle a aussi, en sculpture, c'est un peu cette même préciosité. Moi, ça m'emballe pas vraiment. Ouais, c'est vrai que les sculptures font vraiment penser à celles de Garouste, je suis complètement d'accord. Donc voilà, c'est vraiment, on va pas, je pense qu'on a à peu près tout dit, enfin en tout cas nos impressions. Comme c'est une exposition qui est très peu médiatisée, on était quasi seuls dans cet espace avec ces grandes toiles pour nous, donc ça c'est plutôt jubilatoire. Et moi j'y retournerai bien parce que, oui je vais y retourner de toute façon. Je sais pas si tu m'accompagneras, mais moi je vais y retourner parce que j'ai besoin de revoir tout ça après un peu de temps, quoi. C'est quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas été bouleversé à ce point-là par une œuvre, quoi. Très longtemps. Vraiment, tout de suite, ça m'a pris vraiment. Voilà, je suis rentré dans la convulsion et j'en suis pas encore sorti. Ouais, d'ailleurs, et justement, donc à la fin de l'exposition, il y a un petit film de 17 minutes, je pense à peu près, où elle est interviewée dans son atelier. Il est sur le YouTube, malheureusement il n'est pas traduit sur internet. Donc il faut le voir dans l'exposition pour avoir un peu plus d'explications sur son travail. Mais on n'est pas obligé non plus, quoi. On peut se contenter de regarder les œuvres. Ouais. Non, c'est une belle leçon en même temps. C'est une leçon pas belle, magistrale de peinture, quoi. Voilà, comme on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est vraiment... Et il y a vraiment des rappels de couleurs de Garouste. Elle doit connaître l'œuvre de Garouste, c'est à peu près sûr. Oui, alors qu'il n'est pas cité, c'est vrai qu'il y a quelques œuvres qui sont citées, qui font plutôt partie d'œuvres anciennes, comme Bruegel, ou voilà, il y a quelques références... Comme Bruegel, comme Soutine aussi, ouais. Voilà. Mais effectivement, il n'y a aucune référence à Garouste. Mais c'est peut-être un signe que c'est vraiment une référence. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho, rábanos y días, ríos y canarios, martillos urbinos, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y charcos, valles y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que quita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el fuego tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. La 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 Voilà, c'était Grazia la Vida, interprétée par Mercedes Sosa et John Baez.
Donc voilà, après cette rediffusion, nous passons aux expos. Donc justement, Philippe Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Éric Dubuc, Nul n'écoute le silence des autres, à la galerie Famille. Malnowski, c'est jusqu'au 13 décembre. Aide sculptrice à Paris, musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tagueli, Pontus-Sulten au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal du Buffet, Destin croisé à la Fondation du Buffet du 1er octobre jusqu'au 13 février. Jean-Baptiste Greuze, L'Enfant sans lumière au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. Georges Delatour au musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Georges Condo au MAM jusqu'au 8 février. Pekka Alonen à Nîmes à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Les peintres graveurs à la mairie du 6e jusqu'au 10 décembre. Ça, c'est une exposition gratuite au premier étage, donc place Saint-Sulpice. Et la galerie Kaléidoscope, paysages disqualifiés, paysages retrouvés jusqu'au 31 janvier. Le culturel de la semaine. Moi, je suis allée au cinéma 2 fois, là, en très peu de temps. J'ai vu Dossier 137, un film de Dominique Moll. Alors, Dominique Moll avait été remarqué par son précédent film, c'était La Nuit du 12, où il suivait des policiers qui faisaient une enquête sur une femme qui avait été assassinée, et en fait, qui faisait partie de ces dossiers où on n'arrivait jamais à savoir ce qui s'était vraiment passé. Donc, il existe comme ça pas mal de dossiers qui sont jamais effectivement élucidés. Là, il se retrouve à l'IGPN. Il a pu, lui, rester 8 jours dans les bureaux de l'IGPN pour se rendre un petit peu compte du travail des enquêteurs. Et là, on va suivre le dossier 137. C'est suite à la mobilisation des Gilets jaunes, le 8 décembre 2018. Il y a un jeune qui a été grièvement blessé par un tir de LBD, qui a eu plusieurs journées d'ITT et qui en fait perd vraiment toutes ses capacités neurologiques quand même. Voilà. Et donc on va enquêter, c'est Léa Drucker qui est enquêtrice à l'IGPN qui, suite à une plainte de la maman justement, va enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Et là on va suivre pas à pas comment se passe une enquête dans les bureaux de l'IGPN, donc comment on cherche quelles étaient les brigades qui étaient là, parce qu'effectivement on a à avoir le retour des policiers qui eux se disent je sais plus, je me rappelle pas. On va étudier toutes les caméras de surveillance, regarder toutes les bandes pour essayer de retrouver ce qui s'était passé. Donc c'est un film où on va écouter donc la maman. En fait, on se retrouve vraiment dans les Gilets jaunes, où c'est une famille qui habite en province et qui habite à Saint-Dizier et qui décide, parce qu'ils travaillent dans le public, ils sont infirmiers ou ambulanciers, donc ils ont vu leurs moyens diminuer. Donc en fait, ils sont dans cette euphorie de partir manifester à Paris, sauf qu'ils sont jamais allés à Paris. Ils vont arriver, ils vont garer leur voiture, ils vont se retrouver sur les Champs-Élysées. À un moment, ils vont se perdre parce que la maman vient avec ses enfants et donc le petit copain de sa fille, et ça va mal finir parce qu'ils vont être un peu séparés. Il y en a 2 qui vont se retrouver ensemble, dont ce jeune homme qui va prendre un tir de LBD. Donc on va suivre toute l'enquête. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui dure 2 heures, c'est un film qui est long, et je pense qu'il montre aussi la longueur des temps d'enquête, les familles qui sont pas forcément au courant de l'évolution de l'enquête, et puis ces policiers qui en fait devant des images donnent des interprétations que nous on estime fallacieuses, et le travail des enquêteurs de rester quand même toujours objectif, d'essayer de comprendre si ce jeune manifestait un danger ou pas. Enfin voilà, et c'est un film que moi j'ai trouvé intéressant. Et quand on écoute Dominique Moll parler de son film, il insiste aussi sur ces victimes qu'on ne veut pas reconnaître comme victimes. C'est-à-dire qu'à aucun moment la police va dire voilà, il y a eu un souci. Ces policiers n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et là, on a quand même un jeune homme qui va se retrouver effectivement avec la tête recousue, avec une difficulté d'élocution, qui n'arrive plus à se concentrer, même 1 an ou 2 après ces faits. Et ça, c'est quand même, ces gens-là sont complètement oubliés, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le petit bout de film qu'on a pu visionner sur Sainte-Soline, où on entend, on voit les policiers tirer sur des manifestants avec justement ces fameux LBD, avec des commentaires pour ajuster le tir, pour toucher les parties génitales, etc., etc., et les commentaires orduriers de ces policiers, hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes
Ouais. Et des là, gendarmes. Et donc, quand on voit... Et on a un ministre de l'Intérieur qui est responsable de ces gens-là, qui en parle comme si c'était... Oh, bah, c'est des gamins, quoi, qui ont fait des... Voilà, ils ont un peu débordé, mais enfin bon, voilà. c'est Mais en fait, quand même hallucinant. Alors là, Dominique Moll, effectivement, comme lui est allé dans les bureaux de l'IGPN, a rencontré plusieurs. Là, il rencontre quand même les enquêteurs. Donc, il ne parle pas lui de violence systémique. Alors que il y a quand même une violence systémique qui est due au fait que ça va être autorisé. Et ce qu'on va voir quand même dans le film, c'est qu'effectivement, ça va être très difficile de faire reconnaître que les policiers ont commis un acte qui était qui était interdit, enfin qui ont vraiment tiré volontairement. Ce qui me sidère, c'est que ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers. Oui, bien sûr. Là, il y a un truc qui ne va pas très bien, je crois. Il faudrait qu'il y ait des gens indépendants de la police qui enquêtent bien sûr. sur ces espèces de crimes contre l'humanité que font ces policiers complètement irresponsables. Tout à fait. Alors là, Léa Drucker donc joue le rôle de cette enquêtrice. Elle est parfaite. Elle joue très très bien. Enfin, moi, oui, mais là, c'est pas elle qui fait ça dans la vraie vie. Non, mais je pense qu'effectivement, dans les locaux de l'IGPN, il y a sûrement des enquêteurs qui sont. Moi, j'y crois quand même. Oui, bon. Voilà. C'est moi qui suis naïf d'habitude, mais là, je pense mais même s'il y a beaucoup d'affaires, effectivement, qui arrivent sur des non-lieux. Ça, je veux bien croire que là, c'est ce qu'on va voir. C'est qu'elle y met toute son énergie, toute sa volonté, et que malheureusement, ça va pas pouvoir se terminer comme ça devrait. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est pointé, quoi. Voilà. Et sinon, j'ai vu, alors c'est dans la série des petits films rigolos, n'est-ce pas, On vous croit, un film de Charlotte de Villiers et Arnaud Dufay. C'est un film belge. C'est un film en format court, là, pour le coup. C'est une dissidente de la famille de Villiers. Non, c'est en un seul mot. Ah bon. Et c'est de Villers, d'ailleurs. C'est en un seul mot. C'est des Belges, c'est un nom belge. C'est plus sympathique à nos oreilles. Voilà. Et donc, c'est un petit format, 1h20 de film. C'est une maman qui arrive au tribunal avec ses 2 enfants, qui va devant le juge et qui va défendre en fait ses enfants. Il y a le papa qui sera là avec son avocate, la maman qui a son avocate, il y a l'avocat effectivement qui représente les enfants. Et là, on se retrouve dans un tribunal de verre assez glacial, avec un petit garçon qui est traumatisé à l'idée de croiser son papa. Et on va apprendre que effectivement, la maman accuse le papa de violence sexuelle envers ce garçon. Et donc le film on va avoir le discours de l'avocate du papa, le discours du papa, l'avocate de la maman, et on croise des enfants. Et donc c'est glacial, et on espère, on sait pas ce qui va se passer à la fin. La maman demande à ce qu'il y ait une interdiction que les enfants ne puissent plus voir leur père, qui est quand même un violeur et un agresseur. Donc voilà, on n'a pas la réponse, mais on a ces plaidoyers, en fait, et cette interprétation, et les acteurs sont effectivement aussi extraordinaires, quoi. Cette maman, on a toute l'émotion, on est avec elle tout au long de son expression, de ce qu'elle raconte, on la suit, on a les mêmes larmes qu'elle, enfin voilà. Et on sent qu'elle y va, elle a peur au début, et puis petit à petit elle se lance, elle raconte, et voilà. Donc c'est vraiment, c'est un très très bon film. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet aracaille.fr. Et c'est le moment du salut à nos amanches. Claude et André de la Nasle, Claude et William, nos poteaux de Brest, la Croisette, ses palmiers, le ressac, les vagues, l'odeur des embruns. Ouais, enfin moi ce que j'ai lu, c'est qu'à Brest il y avait eu des descentes de fachos dans des cafés alternatifs, et ça c'est glacial, quoi. Ouais. Donc j'espère qu'ils n'étaient pas en train de boire un pot à ce moment-là dans le café, quoi. Non. Un cidre bouché. Jean-Paul Souvraz, un immense peintre de Coudekerque-Branche dans la banlieue de Dunkerque, la petite maison de Schnorr en briques rouges avec son petit jardin derrière la cuisine. Voilà, c'est quand même une petite rue pavée bordée de toutes ces petites maisons en briques. Bon, un souvenir merveilleux. Et puis l'humanité de ce grand peintre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Claudine, une camarade de combat, ma camarade de combat Piquet-Coup, elles partagent toutes les deux une espèce d'addiction pour l'art, pictural, sculptural, musical, tout quoi, la totale. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric et Di Fredo,
une petite bande bien soudée d'artistes, Corinne tapissière, Anne-Emmanuel peintre, illustratrice, et Fredo, un aquarelliste intello. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, mais une grande de la gravure en taille d'épargne. Et puis même, je pense qu'elle travaille sur le cuivre aussi, non? Non? On ne sait pas, non. Non, je pense qu'elle est uniquement branchée par la taille d'épargne. Voilà. Et elle ouvre son atelier à des gens qui désirent s'initier. Elle fait du tétrapac aussi, elle grave sur le tétrapac. Pack, oui, d'accord. Voilà. Donc, alors bon, si vous voulez en apprendre plus sur la pratique de la taille d'épargne, ben, vous pouvez vous inscrire à ce qu'elle peut vous apprendre dans son atelier. Ça coûte un peu de thunes, hein, évidemment, mais bon. Si vous en avez à suffisance, vous pouvez en égarer quelques-unes de ces thunes dans la bourse plate de Juliette Planck. Sophie Loutrex-Brageux, une autre graveuse aussi qu'on aime beaucoup. Oui, alors Sophie, justement, qui est en ce moment à Montréal, qui a été choisie parmi qui fait partie des 3 finalistes d'un prix pour le livre d'artiste. Donc je crois que la remise des prix, c'est demain. Donc j'espère, on croise les doigts pour elle, quoi. Ouais. Bien. Ben oui, Sophie, on pense beaucoup à toi dans ces instants quand même un peu stressants. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne, un phénomène, oui, un vrai phénomène. Voilà, et on en a encore chez nos artistes quelques-uns qui relèvent le flambeau de la pureté de la création. Agnès Dubart, une autre graveuse, multipasse, dont on a connu l'œuvre à Lille, où elle était installée. Puis après, dans l'Ariège, puis maintenant en Bretagne Sud. Mais on aime son travail, qu'on suit de loin. Toujours aussi intéressant, sauf que perso, je préférais son travail lillois. Elle le sait. Elle le sait d'ailleurs. Thierry Morciot, un graveur belge, un grand, par la taille aussi, c'est pas un petit nain de jardin, et vraiment un être humain d'abord, et un grand artiste aussi, qui grave sur cuivre. Sur cuivre, Ouais. on appelle ça comment, cette gravure? Taille douce, non? Hein? Taille douce? Non, il ne fait pas de taille bon. dessus. Non, il fait de la gravure comment dirais-je, il griffe la plaque, là. Enfin bon, on a l'air un peu con parce qu'on s'intéresse à la gravure depuis des années et des fois, il nous manque les mots sérieux pour en parler. En tout cas, on a mis un lien vers son site sur notre blog et il ne faut pas hésiter parce qu'il y a toutes ces gravures qui sont mises en ligne. Ouais, voilà. Donc ça vaut le coup vraiment d'aller voir tout son travail. Oui, parce que c'est des artistes du Nord, de Belgique, de Flandre, etc., qui ont une tradition un peu fantastique, voilà, une imagination qui déborde un petit peu des marges de la bienséance, si on peut dire ça comme ça. La bienséance aujourd'hui, quand on a fréquenté Guston, quand on a fréquenté Condo, ou Anna, la peintre dont on parle aujourd'hui, on est un petit peu ailleurs. Enfin, Thierry Morciot, moi, personnellement, enfin, nous deux, Piquet-Co et moi, on vous vraiment recommande de faire un tour sur son site. Même pas un tour comme ça, mais un grand tour, un gros tour, un tour qui dure. Alice Amoroso, une des plus jeunes artistes graveuses du monde, dont on suit avec intérêt sa course à l'échalote vers le succès mondial. Raoul Viloula, un de ses camarades de combat, qui lui aussi est en route pour la gloire. Colette Jacqueline, deux veuves elles-mêmes maintenant trépassées, de grands peintres. Pour Colette, c'est Redon, et pour Jacqueline, c'est Raymond Imbert. Voilà, ça fait quatre
4 au-delà. Liliane et Laurence, 2 écrivaines dont il ne reste qu'une, c'est Laurence. On vous en a parlé précédemment dans cette émission, voilà, qui écrit des polars et qui n'est pas récompensée à la hauteur de son travail comme le sont les Guignols de mon presse-papier, les Sarkozy, les Zemmour, les Bordella et compagnie. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui l'a glissé aussi, hélas, la rose flamboyante. Elle n'a pas glissé, elle est en pleine forme. Toujours. Qui anime 3 émissions, ou 4, on ne sait plus, on a perdu le compte, sur une radio Oni, où nous avons jadis opéré aussi. Rôle... Ah non, je ne vais pas recommencer. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 mètres de la librairie de Florence Quenu, l'empreinte. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste parisienne dont nous avons beaucoup aimé la fréquentation, ainsi que sa maman, Thérèse Franco, qui toutes deux ont rejoint les prairies bien vertes du Grand Manitou. Dominique Paula d'Ardouin, qui était une galériste d'une humanité invraisemblable. Marie Degnaud, qui est aux manettes de la galerie Kaléidoscope, dont les cimets sont souvent garnis avec des œuvres qui tiennent au mur. Antoine Manoury de Padam Swing, un petit groupuscule de musicos inconnus du monde entier, sauf de ma camarade Piquet. Ouais, mais qu'on aimerait bien voir pour de vrai quand même. Ouais. Et Anna Sinoracka, une peintre polonaise dont on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail, qui tient lui aussi au mur. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et on se fait seppuku avec Faut vivre de Mélisse. Salut copines, salut copains. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre.
malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, il est seul pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.